classement des meilleurs présidents africains de tous les temps. Le numéro 10, Ahmed Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré, né le 9 janvier 1922, à Farana en Guinée, et mort le 26 mars 1984 à Cleveland, est le premier président de la République de Guinée, en poste depuis l'indépendance obtenue de la France en 1958 jusqu'en 1984. Le début de la présidence de Touré est marqué par une politique marxiste, avec la nationalisation des entreprises étrangères, et une économie fortement planifiée. Sékou remporte le prix Lénine, pour la paix en 1961. La France mène alors une guerre économique contre son ancienne colonie. Les services secrets français vont notamment répandre de faux francs guinéens pour déstabiliser la Guinée monétairement. Ses premières actions pour rejeter les Français, puis pour s'approprier la richesse et les terres agricoles des propriétaires traditionnels, irritent de nombreux acteurs puissants. Le 25 août 1958, après des visites triomphales à Madagascar, au Congo et en Côte d'Ivoire, le général de Gaulle est froidement reçu par Sékou Touré qui déclare dans son discours « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage ». À quoi de Gaulle rétorque « L'indépendance est à la disposition de la Guinée, la métropole en tirera, bien sûr, des conséquences ». L'indépendance de la Guinée est vécue comme une humiliation par les politiques français, qui se vengent en fermant complètement la porte à la Guinée. Le numéro 9, Ellen Johnson Sirleaf. Ellen Johnson Sirleaf, née le 29 octobre 1938 à Monrovia, Libéria, est une femme d'État libérienne, présidente de la République du 16 janvier 2006 au 22 janvier 2018. Économiste formée aux États-Unis, elle est la première femme élue, au suffrage universel à la tête d'un État africain. Elle est co-récipiendaire du prix Nobel de la paix en 2011. Durant son premier mandat, la moitié des routes autour de Monrovia sont refaites, ville où l'eau courante et l'électricité sont redevenues monnaie courante. Elle place la lutte contre la corruption comme l'une de ses priorités, et bénéficie de ses contacts dans la finance internationale pour débloquer des prêts pour son pays. Les dettes du Libéria ont été effacées, et Johnson Sirleaf avait obtenu des millions de dollars d'investissements étrangers dans le pays. En outre, elle a établi un comité de vérité et de réconciliation, Inc., en 2006 pour faire éradiquer la corruption, et guérir les tensions sociales et interethniques. Le 5 novembre 2007, le président des États-Unis George Bush lui remet la médaille présidentielle de la liberté. Le 7 octobre 2011, elle est récompensée du prix Nobel de la paix qu'elle partage avec sa compatriote, Lema Bowie, et la yéménite, Tawakkul Karman. Le numéro 8, Kenneth Kaunda. Kenneth Kaunda, né le 28 avril 1924 à Luba, Chisali en Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, est un homme d'État zambien. Il est le premier président de la République de Zambie indépendante du 24 octobre 1964 jusqu'au 2 novembre 1991, à la suite de sa défaite au scrutin présidentiel face au syndicaliste Frédéric Chiluba. Kaunda instaure une dictature à parti unique, dans les premières années de l'indépendance. Il fait de l'UNIP, le seul parti politique autorisé au motif d'éviter l'éclatement du pays, chacune des 70 ethnies étant représentée par une formation politique. Le système de parti unique est mis en place afin d'intégrer toutes les tendances. Les mines et le chemin de fer sont nationalisés, et les fermes collectivisées. L'idéologie officielle du régime de Kaunda appartient à la famille du socialisme africain, le mélange de socialisme et de nationaliste. Elle est baptisée humanisme zambien, et repose sur la combinaison d'une économie planifiée et centralisée, et de valeurs africaines traditionnelles d'entraide et de loyauté envers la communauté. Il établit un axe diplomatique et politique fort avec le président tanzanien Julius Nyerere, ce qui permet à de nombreux combattants et réfugiés sud-africains, mozambicains et rhodésiens de disposer d'une base arrière. L'ancienne Rhodésie du Nord était exploitée économiquement par le Royaume-Uni, et la Rhodésie du Sud. Kaunda fait construire le barrage de la Kafue, pour ne plus dépendre du charbon rhodésien, ne pouvant exporter son minerai par l'Angola, en pleine guerre civile, ni par le Congo-Kinshasa, à l'infrastructure insuffisante, et boycottant la Rhodésie. Le chemin de fer, appelé le Tanzam, est étendu, jusqu'à Dar es Salaam en Tanzanie, grâce à des capitaux chinois. Enfin, la priorité est donnée à l'enseignement, et le taux de scolarisation augmente rapidement. Le numéro 7, Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio,
né le 6 septembre 1902 à Kpando, assassiné le 13 janvier 1963 à Lomé, est un homme politique togolais, premier président de la République togolaise, d'avril 1958 au 13 janvier 1963, date de son assassinat devant l'ambassade américaine de Lomé, lors du coup d'État de 1963 fomenté par Gnassingbé Eyadema. Sylvanus Olympio a fait ses études primaires à la mission catholique allemande et à l'école coloniale française à Lomé, puis ses études secondaires dans le système anglais, à Kpando, au Togo britannique. En 1920, Sylvanus Olympio quitte l'Afrique pour poursuivre ses études à Londres, où il obtient la London Matriculation, l'équivalent du baccalauréat français, puis un diplôme en économie politique, en 1926, à la London School of Economics. Il ne sera pas le seul Olympio à être diplômé de la très prestigieuse LSE. Il suit ensuite des études supérieures en droit international à Dijon, en France, puis à Vienne, en Autriche. Sylvanus Olympio a mené une politique jugée par le gouvernement français de l'époque comme opposée aux intérêts français. En mai 1960, il avait confié à l'AFP: « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France. » Le Togo ne participe pas aux conférences d'Abidjan et de Brazzaville de 1960, et de fait ne fait pas partie de l'Union africaine et malgache de coopération économique. En septembre 1962, un accord est signé qui prévoit la création d'une banque centrale togolaise composée d'une direction franco-togolaise. Le franc togolais est garanti de façon limitée par le Trésor français. Il fut reçu le 31 mars 1962 par Jacques Foccart, le conseiller de l'Élysée pour l'Afrique, mais 10 jours après avoir rencontré le président Kennedy à Washington. Le numéro 6, Mouammar Kadhafi. Mouammar Kadhafi, né vers 1942 à Kasr, Abu Hadi en Libye, est mort le 20 octobre 2011 dans les environs de Sirte, est un militaire et homme d'État libyen. Officier des forces armées libyennes, Kadhafi arrive au pouvoir lors du coup d'État de 1969, qui renverse la monarchie. Il se distingue d'emblée par une politique volontariste visant à concrétiser les objectifs du panarabisme. En 1977, il réorganise les institutions de la Libye en faisant du pays une Jamaïria, littéralement un État des masses, théoriquement gouverné par le peuple lui-même selon un système de démocratie directe. En 1979, il renonce au poste officiel de chef de l'État, mais demeure de facto aux commandes de la Libye avec le titre de « Guide de la Révolution » de la Grande Jamaïria, arabe libyenne populaire et socialiste, ou plus simplement Guide de la Révolution, ou frère guide exerçant un pouvoir absolu en dehors de tout cadre temporel ou constitutionnel. Sur le plan intérieur, son régime utilise les ressources financières de la Libye pour en développer les infrastructures, l'éducation et le système de santé. Dès ses premiers mois de pouvoir, Mouammar Kadhafi procède à la nationalisation de certaines entreprises, notamment celles détenues par des ressortissants italiens, et les banques étrangères réussissent à imposer pour la première fois une augmentation du prix du baril de pétrole, ouvrant la voie aux autres pays producteurs. Kadhafi s'emploie rapidement à récupérer les terres fertiles du pays, dont une partie demeure entre les mains d'anciens colons italiens. En octobre 1970, son gouvernement procède à l'expropriation et à l'expulsion d'environ 13 000 propriétaires agricoles italiens, dont les biens, environ 3 000 fermes, sont nationalisés. Le numéro 5, Julius Nyerere. Julius Kambarage Nyerere, né le 13 avril 1922 à Bosiama, et mort le 14 octobre 1999 à Londres, est un homme politique tanzanien d'ethnie Zanaki. Il fut Premier ministre de la Tanzanie de 1960 à 1961, puis président de la République du 29 octobre 1964 au 5 novembre 1985. Surnommé le Mwalimu, l'instituteur en Swahili, il fut l'un des principaux représentants du socialisme africain. Il revendique l'unité africaine. Sans unité, les peuples d'Afrique n'ont pas de futur, sauf comme perpétuels et faibles victimes de l'impérialisme et de l'exploitation. Dans cette perspective, il tente de convaincre les dirigeants de l'Ouganda, du Kenya et de Zanzibar de s'associer au Tanganyika afin de construire une seule fédération. Observant les troubles survenus dans certains pays nouvellement indépendants, en particulier au Congo,
Nyerere engage une réflexion sur la place et le rôle de l'armée, l'influence parfois démesurée des jeunes armées africaines sur la politique nationale, et leur incapacité à lutter contre les intrusions des grandes puissances l'incitent à militer pour la construction d'une armée commune aux pays d'Afrique. En janvier 1964, une révolution abolit le sultanat à Zanzibar. Le 26 avril 1964, le Tanganyika et Zanzibar fusionnent pour former la République unie de Tanzanie. Nyerere devient le président de l'État nouvellement créé, tandis qu'Abed Karum, le leader de l'Afro-Shirazi Party, ASP, restant président de Zanzibar, devient vice-président de la Tanzanie. La Tanzanie donne son appui à la guérilla lumumbiste au Congo, et l'OU a établi son siège à Addis Abeba en Éthiopie. Parallèlement, les relations se détériorent avec les pays occidentaux. En 1965, la Tanzanie rompt ses relations avec le Royaume-Uni, et expulsant du pays les troupes britanniques. Le numéro 4, Haile Sélassié. Haile Sélassié est né à Tafari Makonan, le 23 juillet 1892, près de Harar, en Éthiopie. Son père étant un cousin, et un proche allié de l'empereur, Ménélik II, il est convoqué à la cour d'Addis Abeba à la mort de son père en 1906. Haile Sélassié a été le représentant d'une ligne dynastique qui remonte à plusieurs siècles. Il fut un chef absolu mais aussi un modernisateur qui a introduit des réformes, avant sa chute. Il est à l'origine de la première constitution écrite de l'Éthiopie en 1931. Elle prévoyait un parlement bicaméral, avec 2 chambres, un code légal, et proclamait tous les Éthiopiens égaux. En tant que régent, Rastafari a fait entrer l'Éthiopie dans la Société des Nations en 1923, l'une des rares nations africaines indépendantes à l'époque, et la seule à demander l'adhésion. En 1963, l'empereur convoque la première réunion de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, qui deviendra plus tard l'Union africaine. Il a aidé à concevoir sa première charte, et est devenu son premier président. Le siège a été établi à Addis Abeba. Le numéro 3, Thomas Sankara. Thomas Sankara, né le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta, est mort assassiné le 15 octobre 1987 à Ouagadougou au Burkina Faso, est un homme d'État anti-impérialiste, révolutionnaire, socialiste, panafricaniste, et tiers-mondiste voltaïque. Puis burkinabé, chef de l'État de la République de Haute-Volta rebaptisé Burkina Faso, de 1983 à 1987. Il est le président du pays durant la période de la première révolution burkinabé du 4 août 1983 au 15 octobre 1987, qu'il finit par totalement incarner. Durant ces 4 années, il mène à marche forcée, et y compris en recourant à la répression de certains syndicats ou organisations politiques rivales, une politique d'émancipation nationale, qui passe par exemple par le changement du nom de Haute-Volta issu de la colonisation en un nom issu de la tradition africaine, le Burkina Faso, qui est un mélange de Moré, et de Dioula, qui signifie pays ou patrie des hommes intègres. Le développement du pays, de la lutte contre la corruption ou encore la libération des femmes. Dans ses discours, il dénonce le colonialisme et le néocolonialisme, dont celui de la France, en Afrique. Il institue la coutume de planter un arbre à chaque grande occasion pour lutter contre la désertification. Il est le seul président d'Afrique à avoir vendu les luxueuses voitures de fonction de l'État pour les remplacer par des Renault 5. Profitant de son passage à l'ONU en 1984, il devient le premier dirigeant africain à se rendre dans le quartier d'Harlem où il prononce un discours. Les voyages en classe affaires sont supprimés, les salaires des ministres et hauts fonctionnaires sont baissés. Sankara explique cette approche en février 1986, Karl Marx le disait, on ne pense ni aux mêmes choses ni de la même façon selon que l'on vit dans une chaumière ou dans un palais. Il est abattu lors d'un coup d'État qui amène au pouvoir Blaise Compaoré, son ami d'enfance le 15 octobre 1987. Son souvenir reste vivace dans la jeunesse burkinabé mais aussi plus généralement en Afrique, qui en a fait une icône, un Che Guevara africain, aux côtés notamment de Patrice Lumumba. Le numéro 2, Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, né le 21 septembre 1909 à Nkroful, alors Côte de l'Or, colonie britannique, et actuelle Ghana,
est mort le 27 avril 1972 à Bucarest, République socialiste de Roumanie, est un homme d'État indépendantiste et panafricaniste qui dirigea le Ghana indépendant, d'abord comme Premier ministre de 1957 à 1960, puis en qualité de président de la République de 1960 à 1966. Après les élections législatives de 1956, le CPP, qui compte plus de 700 000 membres, remporte les 3/4 des sièges. Kwame Nkrumah, fort de son succès, oblige alors le Royaume-Uni à concéder l'indépendance, qui est proclamée le 6 mars 1957. La Côte de l'Or devient ainsi la deuxième colonie à obtenir son indépendance après le Soudan, 1956. Kwame Nkrumah est convaincu qu'aucun État ne peut résister individuellement aux grandes puissances. La même année, il est le premier à apporter son soutien à la Guinée indépendante d'Ahmed Sékou Touré, en lui accordant un prêt de 10 millions de livres sterling. Le gouvernement tente de diversifier l'économie ghanéenne, et de réduire sa dépendance extérieure avec le développement d'une industrie lourde. Une série de grands projets est donc lancée. Les infrastructures connaissent un développement significatif avec l'érection du barrage hydroélectrique d'Akosombo, 912 MW, la réalisation à Tema, d'un grand port en eau profonde relié à la capitale par une autoroute. Le numéro 1. Nelson Mandela. Nelson Mandela, dont le nom du clan tribal est Madiba, né le 18 juillet 1918 à Mvezo, province du Cap, est mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg, Gauteng, est un homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale, apartheid, avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999. À la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays, Nelson Mandela entre au Congrès national africain, ANC, en 1943, afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale imposée par celle-ci. Devenu avocat, il participe à la lutte non violente contre les lois de l'apartheid, mises en place par le gouvernement du Parti national à partir de 1948. L'ANC est interdit en 1960 et, comme la lutte pacifique ne donne pas de résultats tangibles, Mandela fonde et dirige la branche militaire de l'ANC, Umkhonto we Sizwe, en 1961, qui mène une campagne de sabotage contre des installations publiques et militaires. Le 5 août 1962, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA, puis est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rivonia. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale et bénéficie d'un soutien international croissant. Après 27 années d'emprisonnement dans des conditions souvent difficiles et après avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché le 11 février 1990. S'inspirant alors de la pensée Ubuntu dans laquelle il a été élevé, il soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frédéric de Klerk. En 1993, il reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique.